Daniel Moutet est la vigie de la pollution à Fos-sur-Mer. Inlassablement, il traque les fumées noires, jaunes ou rousses des usines comme autant de preuves de la pollution industrielle que respirent les habitants de la ville. Chaque fois que j'ai un moment, chaque fois que je vois de la fumée de la maison, là je monte à l'hauteur, c'est le point le plus haut du village, avec son clocher bien sûr, son église, et je vais me rendre compte un petit peu de la pollution qu'il y a. Si les usines sont correctes ou pas, si tout va bien. Là, je suis en train de surveiller s'il n'y a pas des panaches qui se font, surtout ArcelorMittal, et peut-être, pourquoi pas Esso. Derrière, il y a LyondellBasell, il y a toutes les industries. Approche-toi là. Promenade les enfants. Regarde, là on voit le marron jaune là. Sur Istres là, quand ça part là-bas sur Istres là. Ah ouais. Enfin, moi là, je suis là pour observer un petit peu la pollution. Voilà. Ça ne change pas beaucoup malheureusement. C'est-à-dire que les panaches, on les voit surtout la nuit, quand la nuit est claire. Ouais. Le soir ça lâchait bien. Ouais. Les usines là-bas, ArcelorMittal maintenant, là ça crachait bien la nuit. Bon, ils ont fait des progrès, ils ont mis des filtres, mais il en manque encore un peu à mon avis. Oh oui, encore beaucoup même, encore beaucoup. Ouais. C'est en travaillant sur le port de Fos que Daniel a commencé à observer les panaches des usines. Perché en haut d'une grue, il déchargeait les bateaux et avait une vue panoramique sur les cheminées. Au fil des manifestations, des réunions publiques et des actions en justice, il est devenu le porte-parole des habitants de Fos et la bête noire des industriels. Depuis 15 ans, la pollution est son obsession, son combat. Nous sommes nés à Marseille, à 50 km de Fos-sur-Mer. Enfants, lorsqu'on passait près de la zone industrielle en voiture, les monstres d'acier, les hautes cheminées et les cuves géantes nous hypnotisaient. Puis nous étions saisis par l'odeur et on finissait par remonter les fenêtres. Fos-sur-Mer, c'était un village à l'embouchure du Rhône où vivaient quelques pêcheurs et des éleveurs de taureaux. Au début des années 70, au milieu des marais, l'État y installe un temple de l'industrie. Au temps des cathédrales, le temps se mesurait en demi-siècle. Le temps moderne se compte en mois, en semaines, en jours. Aujourd'hui, Fos, c'est 17 usines, dont 15 sites Céveso, où l'on fabrique des carburants, mais aussi l'acier pour nos voitures et nos immeubles, des matières plastiques que l'on retrouve dans nos écrans de télévision ou même dans nos vêtements. Mais Fos, ce sont aussi 16 000 habitants et la plupart vivent de cette industrie. Cancer, AVC, diabète, asthme. Ces pathologies sont devenues le quotidien des habitants de la ville. Des études scientifiques ont montré qu'ils étaient surexposés aux polluants industriels. Alors, les Phocéens sont-ils malades de l'industrie? Pourquoi l'État reste-t-il silencieux face à leurs interrogations? Est-il plus dangereux de vivre à Fos qu'ailleurs? Nous avons décidé, pour une fois, de nous y arrêter pour essayer de comprendre ce qu'il se passe autour de la plus grande zone industrielle de France. Bonjour messieurs, dames, je viens vous saluer quand même, je vous aperçois, je vais boire un café donc je viens vous saluer, hein. C'est la moindre des choses. Comment va? Ça va, bon. Super bien mangé. Ah ben c'est parfait, vous voyez. On connaît, on vient. Cette vie à Fos se passe bien?
Lequel? Cette ville, vous l'appréciez? Ah ben nous, ça fait 4 ans qu'on est là et on profite de tout, mais de tout. Ah ouais, ben, vous avez bien raison. Hein. Mais on est bien Voilà. à la fosse. Ouais. D'ailleurs, on ne serait plus là sinon. On Ah, est parti ailleurs, dans les Alpilles, aux petits producteurs du pays. On aime tu la bien. vois? La dioxine là, tu vois, voilà. La cheminée là. Ah ben, il y était Regarde. pas tout à l'heure. Voilà, regarde. La orange là, tu la vois? Il y avait des bornes. Regardez la pollution qui sort de la petite cheminée là-bas. C'est l'agglomération. C'est chargé de particules et ces particules-là, c'est de la dioxine. Et là, c'est très mauvais. Ça ne dure pas longtemps, regarde, c'est déjà presque fini. Je vous laisse, je m'approche de là-bas. Ouais, merci. C'est quoi alors ce qu'on a vu là? Une émission voilà, diffuse, là, canalisée, on va dire, sur une cheminée, mais qui a duré quelques instants. Bon, on ne voit plus rien, mais ça, c'est plusieurs fois par jour répété. Et malheureusement, combien ça fait de tonnes à la fin du mois ou à la fin de l'année? C'est très important, quoi. Et on se retrouve devant une industrie qui, de longue, pollue. De longue. Malheureusement, il n'y a pas un jour qui se passe sans avoir des émissions comme ça. Pas un jour. Sur ces images que l'on nous a transmises, nous sommes à l'intérieur de l'usine ArcelorMittal. Il y a des gars qui travaillent là, sur une nacelle côté machine, là, il faut les faire 200, 208. Là. Les fumées jaunâtres que l'on voit sont appelées des émissions diffuses. Elles sont dues à des fuites sur des installations en mauvais état. Au lieu de rester dans les fours, ces gaz s'échappent dans l'atmosphère. Chargés en benzoapyrène, un cancérigène très agressif, ils peuvent être renvoyés vers la mer ou vers les habitations. L'étude Fossepséal, rendue publique il y a 2 ans, a montré que les habitants de la zone de Fosse avaient 2 fois plus de cancer que la moyenne nationale. Sylvie Hanan, 55 ans, a participé à cette enquête. La plupart des Phocéens refusent de parler de leur maladie. Sylvie, elle, a accepté de nous raconter son histoire. On a toujours vécu à Fosse, oui, tout à fait. Mon papa travaillait à Issou, donc on est arrivé dans les années 69-70. Alors je ne sais pas si elles y sont toutes. Ah oui, elles se sont cachées dessous. On est quand même beaucoup sur Fosse à être malade, quoi. Pour moi, le fait d'en parler, c'est un engagement, c'est une thérapie, ça m'aide. Parce que bon, c'est quand même lourd tout ce que j'ai. En tout premier lieu, j'étais obèse. Après, j'ai développé une maladie cardiovasculaire. On m'a posé un stent, c'était en 2001. En 2002, j'ai eu un cancer de l'ovaire. Et en 2003, j'ai développé un diabète de type 2. En 2008, j'ai eu un cancer de la thyroïde. Jusqu'en 2015 où malheureusement on m'a détecté un cancer du sein. Et je pensais que ça allait s'arrêter là. Mais donc cette année, en 2018, donc, en février, il a fallu me faire un pontage en urgence. Allez, on y va. Non, je te l'ai dit, normalement, samedi, je vais passer la visite médicale pour voir si je peux conduire. Ah, pour le diabète? Oui, voilà. D'accord. Visite obligatoire. Comme ça, après, j'espère que je pourrai aller chercher la petite toute seule. Elle sera contente. Hein? Ça, c'est vrai. Elle sera contente. Alors, c'était bien ce matin, l'école? Qu'est-ce que tu as fait? Bonjour. Allez, va lui faire le bisou. Alors? Dans notre quartier, dans chaque famille, il y a au moins une personne qui est malade de la thyroïde. Rien que chez nous, moi j'ai eu un cancer de la thyroïde. Mon mari a été opéré de la thyroïde, mais ce n'était pas un cancer. Et mon fils est surveillé, lui aussi, il a des problèmes de thyroïde.
Voilà. Rien que nous sommes 3 et puis dans les autres maisons, il y en a 1 ou 2, ça dépend. Ben, comme d'habitude, tu sais, Mémé fait son taux de sucre. La maladie, c'est important. Ça abîme le corps. Sans compter la souffrance physique, la souffrance morale. Et la famille qui est derrière et qui supporte tout. Lorsque j'étais malade la dernière fois, ça a fait très peur à ma famille. Même ma petite fille, la peur de toute la famille, elle l'a ressentie quand même. Sylvie se demande aujourd'hui si l'air qu'elle respire n'est pas responsable de ces maladies. Un organisme est justement chargé par l'État, depuis plus de 40 ans, de surveiller la qualité de l'air autour de l'étang de Berre. Les capteurs d'Atmos Sud, anciennement RPACA, analysent les polluants dans toute la zone. Nous constatons que d'après leur relevé, les normes imposées par l'Europe sont respectées. Alors nous sommes ici sur le site de Martigues-la-Pagode, qui est un des points hauts du secteur. Et donc nous dominons l'ensemble des sites industriels qui se situent de côté de Fos. Donc on a là-bas par exemple ArcelorMittal, la plateforme de l'Aveyra, qui est une grosse plateforme pétrochimique, et puis toute la ville de Port-de-Bouc qui est juste devant nous. Et pour le travail d'Atmos Sud, eh bien, il s'agit bien sûr de surveiller ce qui se passe pour les populations en priorité, avec à la fois bien sûr, les polluants d'intérêt industriel, donc on a vraiment des polluants spécifiques, et on s'intéresse de plus en plus également à leur nature. Et la nature des polluants industriels, c'est beaucoup de métaux lourds par exemple, et puis ce qu'on appelle les dioxines furanes ou les hydrocarbures aromatiques polycycliques. Donc ici, on a vraiment trois échantillons qui sont extrêmement intéressants. Si on prend la situation ici, c'est ce qu'a respiré un individu de Port-de-Bouc pendant une semaine. Et c'est à peu près le volume d'air qui est passé dans ses poumons. Ça représente une quantité de particules non négligeable. Ici, pour Fos, pour une période différente, on a également pendant une semaine ce que les Phocéens ont respiré. Et ce qui est intéressant, c'est si on le compare finalement au filtre qui n'a pas été exposé, on voit quand même on voit la quantité de particules de façon très claire, parce que ces particules-là, on ne les voit pas à l'œil nu, mais ça permet effectivement de les visualiser. On les envoie ensuite au laboratoire et on va analyser finalement leur composition. On ne peut pas simplement regarder l'intensité de gris, hein, même si ça va bien sûr tracer finalement les combustions. Leur nature va jouer, et surtout dans les zones industrielles où on peut avoir des choses très variables, en fonction de la nature de l'activité évidemment qu'il y a à côté. Malgré la couleur de ces filtres, il n'y a pas plus d'alerte à Fos qu'à Marseille. Atmos Sud explique même que la pollution a globalement baissé autour de l'étang de Berre depuis 20 ans. Il ne serait donc pas plus dangereux de respirer l'air de Fos que celui de Marseille. Mais les habitants de la ville, voyant la maladie toucher de plus en plus de leurs proches, ont du mal à s'en convaincre. Pendant des années, ils ont essayé d'obtenir des réponses de l'État, en vain. Pour comprendre les effets des polluants sur la santé, la mairie de Fos a créé en 2010 un centre de recherche indépendant, l'Institut éco-citoyen. Nous sommes allés voir ces scientifiques. Ils font régulièrement des prélèvements de lichen à proximité de la zone industrielle. Donc là, les lichens, ils font une vraie carte d'identité des polluants qu'on trouve dans l'air de la zone. Ouais, ils permettent de mesurer sur un même échantillon une grande diversité de polluants. Ouais. Les chercheurs étudient notamment les particules ultra fines qui émanent des sites industriels. La station des Carabins à Fos-sur-Mer, c'est la seule qui, ici, mesure en continu les particules ultra fines, donc PM1 et inférieures, et qui maintenant, en plus parce qu'on s'est équipé d'un second appareil, permet d'avoir des informations sur la chimie de ces particules. L'Institut, à chaque fois qu'il a déplacé ses appareils, a trouvé à peu près les mêmes choses, c'est-à-dire environ 80% des particules présentes dans l'air qui relèvent de la taille ultra fine, donc de celles qui pénètrent très loin dans l'organisme. Ce qui est une grande avancée pour les habitants, c'est qu'en fait, jusqu'à présent, cette pollution-là, elle n'avait jamais été vue. Il a fallu que l'Institut utilise cette méthode-là pour comprendre pourquoi le signal réglementaire permettait de dire qu'il n'y avait pas trop de problèmes de pollution dans la zone industrielle, ce qui peut paraître complètement surréaliste. Mais la réglementation européenne n'oblige pas à surveiller ces particules ultra fines, donc les relevés officiels ne les mesurent pas.
Autour de l'étang de Berre, les usines emploient plus de 40 000 personnes. À Fos, la moitié des actifs y travaillent. L'industrie est une fierté. La municipalité en fait même un argument touristique. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à bord du Cisampo. Nous allons démarrer la visite de la zone industrielle-portuaire de Fos-sur-Mer. Dès 1954, projet d'aménagement de la zone industrielle-portuaire. Par manque d'espace, les installations vont progresser en direction du Rhône, fleuve roi, depuis l'Antiquité. La commune de Fos-sur-Mer dispose de 6 km de littoral, 3 km de plage de sable fin. Elles sont toutes équipées, surveillées et accessibles en voiture avec parking gratuit à proximité. Cette année encore, la ville a obtenu le pavillon bleu des ports et des plages. Cette 23e distinction récompense les actions menées en faveur de la protection de l'environnement aquatique. Voilà, tout ça, c'est des courriers Nicolas Hulot. Voilà. Ça, c'est Ségolène Royal. Ça, c'est le préfet d'Istres. Ça, c'est la ministre de la Santé. Ah, c'est complètement fou, quoi. Complètement fou. La plupart de ces lettres sont restées sans réponse. Mais Daniel n'abandonne pas pour autant. Face à l'inaction de l'État, il ne voit maintenant plus qu'une solution, déposer une plainte pour mise en danger de la vie d'autrui. Pour l'instant, il n'a que 12 plaignants avec lui. Il doit convaincre d'autres habitants de le suivre dans cette nouvelle bataille. Nous l'accompagnons à l'une de ces réunions. Là, on voit très bien la fumée noire de l'incendie. Mais là, on voit très bien aussi le panache que fait l'agglomération. Si je retrouve la photo vraiment que j'ai de l'autre côté, alors là, on voit l'orange, mais c'est à couper au couteau aussi. Hein. Lorsqu'on voit les fumées oranges, c'est ce qu'il y a de plus terrible, on ne s'en rend pas compte. C'est moins impressionnant que ces grosses fumées noires qui les envahissent, mais c'est ce qui nous tue, quoi. À Herpaca, c'est à la pagode en haut, vous savez, à la Vierge, à la chapelle. Hein. Ils le voient, ils ont la vue sur 360 degrés, je veux dire. Herpaca sont conscients de la chose, et les relevés, ils disent rien. Rien. Je peux témoigner que je ne vis dans cette région que depuis 12 ans. Je suis arrivée ici sans jamais avoir de problème et que j'ai un cancer maintenant de la moelle osseuse. Ça n'est pas bénin, ça n'est pas anodin. Non, pas du tout. Et malheureusement, vous n'êtes pas la seule. Et vous le dites ouvertement. Oui. Vous le dites, oui. Mais combien il y en a, surtout à Fos, combien il y en a qui ont des cancers, tout ça, et qui ne le disent pas. Mais ceux qui se taisent, la plupart, ce sont des personnes relativement jeunes, mais qui travaillent dans ce milieu. Et qui ont peur de perdre leur travail. Oui, c'est vrai. Absolument. Mais quand je vois ça, voilà, moi c'est le pauvre Loulou, là. Voilà. Moi je pense à lui, qui est parti d'un cancer vraiment méchant, et voilà. Et pourtant, hein, Dieu sait qu'il a milité avec moi. Hein. Le pauvre Loulou, c'était... On peut redire le sujet de la plainte. Alors, le sujet de la plainte, bien sûr, je vous le dis de suite, parce que je ne veux pas me tromper. Mise en danger de la vie d'autrui. Alors, non, il manque un mot. Il manque un mot, mise en danger délibérée de la vie d'autrui. C'est ça le mot. Hein? Et délibéré, ça a de l'importance. Sur la plainte de l'association, au pénal, bien sûr, l'association va porter plainte le 9 novembre au tribunal d'Aix-en-Provence, au tribunal pénal. L'avocate, quand elle ira déposer plainte, elle porte plainte pour tous les citoyens qui veulent nous suivre. Oui. Messieurs, dames, merci encore. Merci beaucoup. Vous avez vu? Je vous donne un... On peut aller sur la Lune, sur Mars, et on ne peut pas mettre un filtre. Des filtres? Non, on ne fait pas, parce qu'il y a un coût. Et après, on nous dit, ah, les usines, ah non, mais attendez, on a 3000, 4000, 5000 emplois, des familles, etc. Donc on est toujours dans ce dilemme-là, et on sera toujours dans ce dilemme.
tu vas à la direction du vent, ben, ça peut venir ici ou là, ça va vers la mer. Et là, elles sont hautes, hein. Mais des fois, oui, c'est beaucoup plus bas. Ça vous met en colère, tout ça? Ah ben, moi, j'ai eu un cancer. Oui, hein. Oui, évidemment, quand on sait qu'on peut faire tous les deux, on a que... été opérés de cancer. On a eu de la chance de s'en sortir, mais on ne peut pas le dire ça pour tout le monde. Hein. Cette industrie est omniprésente dans les esprits, dans le paysage de Fos, mais pas seulement. Elle laisse aussi sa trace dans le corps humain. Aujourd'hui, Daniel se rend au théâtre municipal pour entendre les résultats de l'étude Index, menée par l'Institut éco-citoyen. Elle révèle que le sang des Phocéens est plus pollué que la moyenne. C'était une étude qui visait à mesurer donc l'imprégnation en polluants, c'est-à-dire la concentration en polluants dans le sang et les urines d'habitants d'une zone exposée, en l'occurrence c'était Fos. Donc pour ça, on a sélectionné 138 volontaires. Puis ils ne devaient pas travailler dans le secteur industriel, parce que la question qui nous était posée, c'était bien de savoir si le fait de vivre à Fos surexposé aux polluants, alors que le fait de travailler dans le secteur industriel, ça c'est une réponse qu'on a déjà, hein, oui, ça surexpose aux polluants. On met en évidence que la population de Fos, elle est surexposée à un cumul de polluants. On a le plomb ou des dioxines par le simple fait d'habiter à Fos. On sait maintenant quels sont les polluants qui rentrent dans le corps humain, par quels moyens ils rentrent dans le corps humain. Mais maintenant, il faut savoir quels sont les impacts sanitaires. Et puis surtout, on insiste encore une fois, et on a l'impression que ça fait 1000 fois, pour la création d'un registre du cancer. Est-ce cette pollution, présente dans l'air et dans le sang des habitants de Fos, qui les rend malades ? Nous nous rendons dans un laboratoire du CNRS à Marseille, où des rats sont soumis à l'effet cocktail de Fos, la combinaison des nombreux polluants présents dans l'air de la ville. Alors, l'objectif de cette expérience, c'est de fabriquer en laboratoire des atmosphères qui ressemblent à celles du golfe de Fos. Et donc, dans ce flacon, nous avons mis en solution un certain nombre de composés. Cette solution va être transformée en aérosol de particules de taille ultra fine. Ces particules ultra fines dont nous voulons tester l'effet sur l'animal, où elles vont être émises pendant plus d'1 heure chaque jour. Après 6 mois d'exposition, 80% des rats développent des maladies cardiovasculaires et du diabète. Nous avons choisi de travailler sur les particules ultra fines parce qu'en réalité, ce sont celles qui sont les plus nombreuses dans l'atmosphère. On suppose que ce sont elles les plus nocives. La raison majeure, c'est la façon qu'elles ont de cheminer dans l'organisme, puisqu'elles rentrent dans les bronches. Les particules ultra fines, représentées ici par les petits points rouges, sont tout à fait capables de franchir les vaisseaux sanguins. Elles provoquent des réactions inflammatoires chroniques de manière importante, puisque ce sont des corps étrangers, des polluants, contre lesquels l'organisme, par le biais, on va dire, des globules blancs, va se défendre en créant des inflammations. Nous, ce que nous voulions démontrer pour la première fois, c'est qu'il y a un lien causal direct entre l'animal qui inhale l'atmosphère de Fos-sur-Mer et le développement, en quelques mois seulement, de maladies métaboliques et cardiaques. On va publier d'ailleurs bientôt. Après ces 3 cancers, Sylvie veut éviter de récidiver, mais cherche aussi à comprendre les causes de ces maladies. Nous la retrouvons aujourd'hui à la conférence d'un oncologue, le docteur Mouissé. C'est la première fois en France qu'on va publier une étude de ce type. Donc la pollution, elle est partout, et donc il faut apprendre à vivre avec. Elle est sur l'étang de Berre le matin, à midi elle est sur Aix, l'après-midi elle est sur Luberon. Ouais. Est-ce que vous avez été au colloque de Barbara Allen à Fos-sur-Mer? Elle avait fait des recherches en Amérique, donc, sur un site pétrochimique comme Fos, Céveso, tout ça. Et elle avait fait une étude sur des rats. Et donc elle leur a injecté des particules fines et elle s'est très vite rendue compte que les rats devenaient obèses, qui développaient un diabète, donc, des maladies cardiovasculaires, ça finissait par un cancer. Bon. Lorsqu'elle a fini donc, son exposé, je me suis rendu compte que le rat, en fait, c'était moi parce que j'avais eu tout ça. Est-ce que vous avez assisté à cette... J'ai pas assisté à cette conférence, mais je comprends absolument ce qu'elle dit. Hein, c'est connu. Je pense qu'on a bien assez de données déjà pour réagir, parce que l'état des lieux, il est là.
On a ces données-là, on a des données qui démontrent qu'autour des usines, il y a plus de cancers. On a des données qui montrent qu'autour des incinérateurs, il y a plus de cancers. Ça, c'est l'Institut de veille sanitaire. Hein, c'est quand même des publications 2006-2008, on les a. Bon, donc il n'y a pas besoin d'être sorcier, d'être intelligent pour déjà dire « Ok, il y a quelque chose qui se passe et on ne va pas attendre parce que le risque, il est là. » C'est 1000 personnes par jour qui apprennent un cancer en France. On sait d'où ça vient. Hein, et attention que les rapports qui sont faits sur les causes du cancer minimisent totalement ça, hein, et ne regardent pas les choses dans la bonne direction. Mais le problème est général et il est plus que temps d'une révolution si on veut. On doit changer tout notre mode de vie, hein, réviser tout notre mode de vie si on veut arriver à quelque chose. Ce n'est pas des mesurettes. Hein. Merci, Voilà. docteur. Au revoir. Au revoir. Je vais dire bonjour. Là, ça commence à être intéressant, les coups de lance, là. Allez. Hey. Comment va? Ça va. René, comment vas-tu? Oh Daniel, ça va? Tu vas bien? Oui, ça toi? Va? Ouais. Alors, ben, je trouve que la pollution, elle a pas quadruplé, elle a quintuplé, même plus. Ouais. À l'époque, je me souviens, on ne parlait pas de maladie comme on parle maintenant. Non. Regarde, aujourd'hui, c'est le côté thyroïdien, c'est le côté cancer, c'est le sang, tout est pollué, on est pollué de partout. C'est tout noir, c'est Moi, je vois. Tous les jours. Fin octobre, là, on sera prêt. Et on déposera notre recours, on déposera nos plaintes. Hein, et à partir de là, ça commencera encore une fois à faire son effet. Ouais. Voilà, Daniel. Eh ben, allez, on regarde le coup de lance et après j'y vais. Regarde. Nous nous invitons à une conférence organisée par l'Union patronale du pourtour de l'étang de Berre. En écho aux inquiétudes des habitants, les chefs d'entreprise ont choisi de mettre la question de l'environnement au cœur de leur soirée annuelle. Ce que vous voyez à l'écran, c'est malheureusement souvent la perception du grand public vis-à-vis de l'industrie. Les cheminées avec la fumée. En fait, l'industrie, c'est pas ça. Comment réconcilier aujourd'hui ce patrimoine exceptionnel, industriel, que nous avons autour de l'étang de Berre, avec le monde qui l'entoure? On a entendu beaucoup de choses ces derniers temps sur l'industrie du pourtour de l'étang de Berre et sur la relation entre cette industrie et des problèmes de pollution atmosphérique. Il n'y a pas de bons et de mauvais élèves. Il n'y a que des bons élèves et il y en a qui ont plus de facilité que d'autres à mettre en œuvre des moyens pour régler les problèmes de pollution atmosphérique. En fait, aujourd'hui, la qualité de l'air autour de l'étang de Berre, elle n'a jamais été aussi bonne que ces 20 dernières années. On ne veut plus entendre ce discours des industriels qui font du chantage à l'emploi, c'est pas vrai. Nous, ce qu'on veut, c'est l'emploi et la santé, pas l'emploi ou la santé. Les deux doivent être compatibles, ils le sont, et ils le seront de plus en plus, et donc c'est ça notre combat. On se fait vite une petite photo avec monsieur le sous-préfet, avec quelques industriels. Si vous voulez bien me regarder, vous êtes magnifique. Merci. Les industriels disent avoir investi 1 milliard d'euros en 10 ans sur l'ensemble de l'étang de Berre pour améliorer leurs installations et limiter les rejets polluants. Pour en avoir le cœur net, nous avons contacté plusieurs usines. ArcelorMittal, bonjour. Veuillez ne pas quitter, nous allons donner suite à votre appel. ArcelorMittal, 3e usine la plus polluante d'Europe, rejette chaque année 24 tonnes de benzène, un cancérigène avéré. La multinationale refuse toutes nos demandes de tournage et d'interview. Veuillez laisser votre message après le signal sonore. Seul moyen d'avoir des informations, passer par les syndicats. La CGT nous accueille dans ses locaux. Quelques jours avant notre visite, un accident a provoqué un arrêt complet de l'usine pendant plusieurs heures. Dehors, il paraît que la coquerie, pendant 6 heures, elle a craché un truc de malade. C'est un truc de fou quand même.
Ben, franchement, les mecs, ils sont cagués. Hein. Le pire, c'est quand ils étaient dans la salle, en fait, qu'ils ont vu la fumée, en fait, rentrer à l'intérieur. Là, ils se sont dit, on peut pas rester là. Et je te dis, même la relève du matin, alors que c'était confiné, normalement, personne ne les a arrêtés. Les emballeurs, ils sont allés emballer les bobines dans la fumée. Ah ouais, dans le noir et tout. C'est le gars d'Astreinte qui est revenu, qui les a vus, il a dit, qu'est-ce que vous faites là et tout. Et du coup, il les a fait sortir. Ça arrive en pleine journée, 6 heures, les chandelles de la coquerie qui crachent à l'air libre. Ah mais tout le département, il nous appelle, hein, c'est obligé. Là, ça arrive en pleine nuit. Donc c'est sûr, personne n'a rien vu. Hello. Les incidents de ce type sont de plus en plus fréquents dans l'usine. Pour les représentants syndicaux, ils sont le signe du manque d'investissement dans les installations. L'incident symptomatique du 9, le dernier, du 9 septembre, c'était une situation d'urgence. Il y a une fuite de gaz qui a été détectée à l'agglo. Il y avait 1000, 2000, 3000 ppm, c'est important, voire des endroits 10 000 ppm, donc ce n'était pas une fuite anodine. 4 heures après, on avait un mail qui tombait. Les salariés peuvent aller dans l'entreprise, sur leur poste de travail, tout va bien. Quand il est arrivé en CE. En quelle année? Maintenant il est directeur industriel. Et là, en 2012. En 2012, maintenant il est directeur industriel. Alors, celui qui vient en 2012, il arrive en CE, il dit voilà, regardez dans quel état je trouve la coquerie. Tout s'effondre. Les fours s'écroulent, les planchers complètement déformés, les fuites à gogo, les fuites de gaz, c'est du HAP, hein. Aromatique polycyclique, hautement cancérigène. Quand il a soulevé ça en CE, moi j'ai ouvert les yeux comme ça, je dis putain, un patron qui te sort ça en plein CE, qu'est-ce qu'on a fait pendant les années antérieures? Qu'est-ce qu'on a fait avant? On n'a pas investi un cachou dans la coquerie, parce que c'était à celui qui économisait le plus pour avoir son avancement dans l'entreprise. Pendant les 10 dernières années, avant, ils ont dit on va demander des budgets exceptionnels de remise à niveau. C'est ce qu'ils ont fait, ils ont obtenu 30 millions d'euros. Et encore que ça ne suffit pas. Pour un site comme le vôtre, c'est 80 millions d'euros par an. Bien sûr. Minimum 80 millions d'euros. 50, un tiers. Aujourd'hui, on est à 35. À 35, tu vois. 35 millions d'euros. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Mais maintenant, on est confronté à des incidents de plus en plus graves, avec des rejets de plus en plus longs, et on ne sait même pas, on nous dit pas ce qu'on rejette réellement dans l'atmosphère. Et le lendemain, on apprend que le POI n'a pas été déclenché, qu'on a eu des rejets de gaz dans l'atmosphère d'au moins 4-5 heures. On ne sait pas la quantité les tonnes de gaz qu'on a pu rejeter. Mais c'est les prémices, pour moi, d'un gros incident industriel. À un moment, on va avoir un incident industriel où il y aura une catastrophe environnementale et peut-être même, malheureusement, des pertes humaines. Juste si je peux mettre une affiche. Bonjour, est-ce que je pourrais avoir un café? Et si je peux mettre une affiche? Bonjour mesdames, c'est juste pour mettre une affiche. Vous avez été plus rapide que moi. Le combat de Daniel contre la pollution, beaucoup d'habitants de Fos le voient d'un bon œil. Mais ils hésitent à s'engager à ses côtés, de peur de nuire aux employeurs de la ville. Au moins de pollution, il faut fermer les usines. Non. Sans fermer les usines, il y a les moyens. Seulement, il faut qu'ils mettent la main à la poche. Aujourd'hui, on est pollué par les industries. Moi, je suis brosséen et je travaille dans l'industrie. Non, mais moi aussi, j'ai travaillé, bien sûr, voilà. Mais il faut quand même reconnaître une chose, c'est que depuis 45 ans, ils nous en fument à longueur de journée. Et il y a des moyens aujourd'hui pour arrêter ça. Et aujourd'hui, on va déposer plainte contre ça. Plainte contre X et... Pour mise en danger délibérée de la vie d'autrui. On peut récupérer quoi là, dans l'histoire? Même au niveau santé, voilà. Le droit de respirer un air pur. Et comment ils vont faire les usines pour qu'on respire un air pur? Qu'ils mettent des filtres, qu'ils augmentent les filtres, qu'ils mettent des bypass
qui refassent circuler la merde qu'ils envoient dans les fours, au lieu de cracher tout à l'atmosphère. C'est une histoire de pognon. Et uniquement, ils mettent de l'argent. Sans dire on arrête tout, on ferme tout, je sais pas quoi, ils mettent un peu de caillasse, on respirait du matériel beaucoup qui... mieux. Voilà, vous avez dit. Ah ben alors, c'est ça. Mais c'est ça, c'est qu'une histoire de pognon. Ben, venez mercredi soir, vous pourrez signer. Hein? Allez, merci bien. Ciao. Au revoir. Ciao. Vous sentez seul parfois dans ce combat, Daniel? Ouais. Souvent. Mais bon, ça fait des années. Comment ça alors? C'est-à-dire, expliquez-moi. Ça fait des années que quoi? Que ça dure. Qu'on se sent beaucoup seul. C'est... On en a pris l'habitude maintenant. Malheureusement. Allez, là c'est bon, là c'est bon. Sylvie a décidé dès le premier jour d'être signataire de la plainte. Nous avions rendez-vous avec elle. Nous apprenons qu'elle vient d'être à nouveau hospitalisée. Ils lui ont fait la choro aujourd'hui, ils lui ont mis encore 2 ressorts, 2 stents. C'est vrai que ça fait long quand même. C'est fatigant. De toute façon, on va essayer. De toute façon, j'essaierai de voir le docteur, moi, demain. On va voir ce qu'il va nous dire. Ça va faire répéter pour combien de temps? Ah oui. Parce qu'il en a mis en août et après, on est en novembre maintenant, on en a remis 2 encore. Le problème, il est là, c'est tout. Si vous allez tous à Aix se poser la plainte, ça serait bien qu'il y ait maman. Ben oui, c'est sûr. Parce que là, vous partez à Aix en bus en plus. Partez en bus, oui. J'avais prévenu déjà Daniel que je pense qu'elle sera peut-être là, mais c'est pas sûr. Eh oui. Après, on va voir quand est-ce qu'elle sort, c'est sûr. Du coup, que t'es tout seul, ce soir, tu vas manger à la maison. Avec la petite. Après, on appellera maman. Les enfants de Fos-sur-Mer sont incollables sur les usines. Dès le plus jeune âge, la mairie leur apprend quelle réaction adopter en cas d'accident sur un site industriel. Au niveau des risques technologiques, est-ce que vous pensez qu'on en a à Fos-sur-Mer? Oui. Eh oui. On a du risque industriel à votre avis? Eh oui. Oui, on a effectivement du risque industriel avec la présence d'un grand nombre de sites industriels. Donc effectivement, on est confronté à ce risque qui va générer du danger par une explosion, un grand feu sur les sites industriels, oui. Mais qu'est-ce qui se passe si ça explose? C'est dangereux dans l'air? Ah oui, c'est dangereux, mais justement, on va y venir après. Là, je présente d'abord les risques, et après, on va voir ce qu'on fait quand il y a un danger. Vous en faites aussi des fois des exercices de crise à l'école? Oui. Voilà. Comment vous pouvez être alerté qu'il y a un événement? Oui. Parce que normalement, je crois qu'il y a une alerte, enfin, comme une sonnerie. Comme une sonnerie, ça s'appelle comment? Une sirène. Une sirène. Une sirène d'alerte à la population. Effectivement, la ville de Fos-sur-Mer dispose de 3 sirènes sur son territoire. Donc cette sirène, elle va émettre un signal d'alerte. Est-ce que vous le connaissez, le signal d'alerte? Oui. On va l'écouter. C'est bien fait. C'est bien fait, mais je vais vous le faire écouter, mais c'était pas mal. Vous allez voir, ça ressemble fortement. Ça ressemble, hein? Donc le signal d'alerte, c'est un signal qui va monter, vous l'entendez monter, et redescendre.
En 40 ans, cette sirène n'a jamais retenti à Fos-sur-Mer. Pourtant, durant notre tournage, des incidents graves ont eu lieu à nouveau sur le site d'ArcelorMittal, le 6 juin, le 12 août et le 9 septembre. À chaque fois, des gaz cancérigènes ont été rejetés en quantité importante. Bonjour. Alors que nous terminions notre enquête, un ancien salarié d'ArcelorMittal nous a contactés pour témoigner. Il a souhaité rester anonyme. Vous pouvez vous asseoir? Oui. C'est normal? C'est pas normal. Là, il y a un incident industriel au niveau de la flamme. Donc ça, c'est une opération de maintenance qui n'a pas été efficace. Là, clairement, il y a des fuites, on les voit là. Et là, c'est tout simplement une porte, donc du côté coque, qui fume, qui n'est pas étanche. Cette fumée-là, elle va se déplacer sur les communes voisines, donc Fos, Port-de-Bouc, Istres, Port-Saint-Louis. Donc derrière, on voit la Crau, on voit la mer Méditerranée d'ailleurs. Donc à un moment donné, ça va bien redescendre, toute cette fumée, cette pollution, elle va venir redescendre, elle va venir se déposer dans les poumons des gens, dans les sols, dans l'eau. Ça pollue tout, hein, sur des kilomètres. Et la population, elle est clairement affectée. Hein. Les enfants, ils vont à l'école, ils jouent dans la cour de récréation. Les personnes âgées, elles sont occupées de rien d'autre, hein, de rien. Ils n'ont rien, quoi. Alors moi, j'étais technicien d'exploitation. J'étais en charge de faire des relevés d'indices des émissions diffuses sur ArcelorMittal. Ces contrôles se font de manière hebdomadaire et elles sont remises à la direction du site et aux autorités. C'est un outil qui permet de faire de l'autocontrôle et il y a un indice à respecter minimum. Les émissions diffuses, c'est des émissions qui se font sur une installation qui est vétuste. Il faut savoir que dans les émissions diffuses, elles sont chargées en HAP, donc hydrocarbures aromatiques polycitriques. Elles sont chargées en benzopyrène, et le benzopyrène est un cancérogène avéré. Les consignes qui ont toujours été données, c'est de descendre l'indice EPA autour de 10. Même si on constatait 20 ou 25, il fallait frauder le relevé et le descendre à 10 pour qu'il soit acceptable. Cet ancien salarié affirme donc avoir participé à la falsification des déclarations d'émissions diffuses de l'usine. Selon lui, il existerait aussi un moyen de camoufler ces fumées lors des visites de contrôle des autorités. Alors, quand il y a une visite de l'Adréal, on a des moyens techniques qui sont relativement simples pour mettre en défaut le système lors de la visite. C'est une manœuvre qui se fait de la salle de contrôle, hein, tour à charbon, donc à la coquerie, par un opérateur. On va augmenter la pression dans le collecteur gaz, donc créer une dépression supplémentaire dans les fours et aspirer tous les gaz de production. Et toutes les émissions diffuses et les fuites sont invisibles. Cette opération elle est très simple. Cependant, elle peut être faite que sur une période très courte. Elle mettrait en péril toute l'installation. D'accord. Et vous-même, vous avez donné cette consigne? J'ai déjà averti le chef de poste qu'il y avait effectivement une visite des administrations, une visite de l'inspection du travail. Et aujourd'hui, vous avez des regrets d'avoir... Aujourd'hui, j'ai de profonds regrets d'avoir participé à ce genre de pratique. La DREAL, Direction régionale de l'environnement, effectue ses visites inopinées dans les usines. Nous insistons auprès d'eux pour qu'ils nous accordent une interview. Depuis 2013, ils ont constaté 36 infractions de la part d'ArcelorMittal qui ont donné lieu à 10 arrêtés préfectoraux, dont 4 mises en demeure. Enchantée. En fait, on voulait vous montrer des images, que vous nous disiez ce que c'est. C'est justement les problèmes de la coquerie. Alors c'est quoi exactement ces fumées qu'on voit là sur ces images? En fait, c'est des fuites au niveau des équipements qui ont été constatées du fait justement des dégradations des fours. Ils ont eu des grosses dégradations suite à des incidents qui sont passés en 2016 et qui ont engendré justement des fissures dans les équipements.
Et du coup, les installations ne sont plus étanches et ce qu'on appelle les fuites, les émissions diffuses en fait. Et c'est des fuites de quoi? C'est des gaz qui comprennent les différents polluants, des gaz de la coquerie qui sont polluants, c'est clair. Tous ces polluants qui sont cancérigènes? Non, ils ne sont pas tous cancérigènes. Certains le sont. Il y a une majorité qui ne le sont pas, mais ils sont polluants. Nous, en tant que service d'inspection, on vient faire des contrôles inopinés avec des laboratoires agréés pour faire des contrôles au niveau des cheminées, au niveau des rejets dans l'eau, pour vérifier notamment la conformité de ces rejets par rapport à la réglementation. Parce qu'il y a un salarié, un ancien salarié qui nous disait qu'il était fréquent de mettre en place un système de détournement des fumées pendant les visites de l'aide réelle pour que les émissions diffuses soient beaucoup moins importantes. En fait, ça vous semble possible? Moi, ça me paraît assez compliqué parce que c'est quand même des installations industrielles conséquentes. On peut aller très loin dans les sanctions. Bon, là, sur le cas d'ArcelorMittal, c'est un dépassement de délai, donc il va faire les travaux, il fait les travaux pour se mettre en conformité. On peut aller jusqu'à saisir des sommes pour notamment remettre en état les installations ou faire cesser l'activité. Les différents dépassements de pollution d'Arcelor sur ces dernières années n'ont jamais été suivis d'une amende ou d'une autre sanction plus importante? Alors, à ma connaissance, non. L'État est-il trop clément vis-à-vis des industriels? Daniel et ses camarades de lutte en sont convaincus depuis longtemps. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Ils se rendent au tribunal d'Aix-en-Provence pour déposer leur plainte. Ils espèrent que cette action en justice fera enfin réagir les autorités. Vous avez vu le journal d'hier? Oui, bien sûr. Alors, pollution de l'air, la riposte, l'Union patronale des Bouches-du-Rhône demande à la justice de déclarer irrecevable la plainte de l'association Défense et Protection Littorale du Golfe de Fos. Celle-ci sera déposée demain pour mise en danger délibérée de la vie d'autrui. C'est complètement fou. Ils demandent officiellement que cette plainte soit irrecevable par la justice. Et pour qui ils se prennent? Ils ont quoi? Ils ont les chocottes? On attendait ce jour avec impatience quand même, parce que depuis le mois de février qu'on l'avait annoncé, enfin ce jour est là. Entre nous, il y a des milliards d'années que la Terre existe. En 150 ans, on l'a pourri. J'espère qu'on peut faire marche arrière, mais c'est de notre faute. Oui, d'accord, parce que c'est nous qui avons laissé pourrir les choses. J'espère que les jeunes aujourd'hui vont se battre et qu'ils ne vont pas faire comme nous, ne penser qu'au travail, au travail, au travail. C'est bien que vous êtes déplacés nombreux, ça montre justement en effet les 134 plaignants et les 6 associations et syndicats qui déposent plainte. En tous les cas, merci à tous d'être venus m'accompagner, parce que c'est un grand jour quand même, il faut le dire, puisque nous sommes pratiquement les seuls aujourd'hui à déposer une plainte comme ça contre X, pour sauvegarder notre santé. Le dépôt d'une plainte contre X concernant notamment une pollution industrielle, oui, c'est une première en France. C'est-à-dire que là, on est sur une pollution essentiellement industrielle. Donc, ce qui en effet est souligné, c'est le non-respect par ces industriels d'une réglementation et également quelle a été la réponse à notre sens inadaptée, enfin en tout cas au sens des associations, inadaptée des pouvoirs publics. Donc aujourd'hui, les habitants, las tout simplement de cet immobilisme, ont voulu en effet déposer cette plainte pour que la justice travaille également de son côté. David, lui, il a gagné contre Goliath, même avec un tout petit caillou. D'accord. Donc nous, peut-être qu'avec une petite plainte, on va pouvoir faire la même chose. Voilà. La plainte est déposée. Voilà,
c'est le début d'une longue bataille. Mais je crois que c'est une bonne chose de faite. Daniel devra attendre des années avant que la justice désigne peut-être un responsable. Juste avant de terminer notre film, nous sollicitons une dernière fois ArcelorMittal. Le groupe se contente d'un email pour nous répondre. Ils affirment avoir dépensé plus de 120 millions d'euros depuis 6 ans pour réduire la pollution générée par l'usine de Fos. Mais ils reconnaissent qu'ils sont en retard sur le calendrier fixé par l'ADREAL. Quant aux portes de l'usine, elles nous restent toujours fermées. Après ce nouveau séjour à l'hôpital, Sylvie se demande plus que jamais si elle ne devrait pas quitter Fos-sur-Mer. Ça te fait prendre un peu un bol d'air. Ah ouais, t'as raison. Fait du bien, hein. C'est le premier jour que je sors depuis mon hospitalisation. Alors nous, quand on était jeunes, on venait là, avec mes parents. On passait la journée, mon père il mettait les cannes à pêche et on avait le poisson pour le soir.